Donc nous voici à présent dans Adobe Bridge avec les photos qui sont fournies pour apprendre Camera Raw 8. Donc Camera Raw 8 c'est la nouvelle version qui est fournie avec Photoshop CC. Vous aurez aucun mal si vous suivez cette formation avec Photoshop CS6 et donc Camera Raw 7 à suivre tout ce que l'on va voir. On va voir Camera Raw dans sa globalité. Il y a eu évidemment des nouveautés dans cette version 8. Et quand on va les aborder, évidemment, je vous le signalerai pour ceux qui éventuellement sont sous l'ancienne version ou qui ont envie de savoir, si jamais vous avez débuté avec la version 8, qui ont envie de savoir comment ça se faisait avant, dans le cas où vous pouvez être amené un jour, je sais pas, à travailler sur une machine qui est pourvue de l'ancienne version. Il faut savoir que CS6 ça a été vraiment un hit commercial, puisque c'est une très bonne version déjà, donc c'était assez mérité. Et donc il est probable que tout le monde ne passe pas au Creative Cloud, c'est-à-dire à CC, donc par incidence à Camera Raw 8 dans l'immédiat. Donc si vous travaillez personnellement sur votre machine et que vous avez la dernière version mais qu'au bureau ou en déplacement chez un client vous avez l'avant-dernière, il faut que vous soyez en mesure de comprendre comment ça fonctionnait avant. Donc encore une fois, ne vous inquiétez pas, à 95%, et même d'ailleurs l'intégralité de l'interface est la même, il y a quelques nouveautés et différences, et évidemment je vais vous en parler. Donc on a 6 photos pour cette formation parce qu'on a plusieurs cas de figure à voir. On va faire de la retouche locale, on va faire de la retouche globale. Et bien entendu, on va voir comment améliorer ces photos puisqu'elles ont toutes quelques défauts. Donc c'est des images qui ont été prises à l'exception de celle-ci avec un Canon 6D, donc un boîtier réflexe numérique de marque Canon. Donc c'est pas le haut de gamme, le super haut de gamme, c'est à l'entrée de gamme du plein format. Donc on va dire que c'est l'entrée de gamme du haut de gamme, pour la faire simple. C'est moins cher qu'un Canon 5D Mark III. Et c'est pas un 1D bien entendu. Et c'est l'avantage, c'est que c'est du plein format. Il y a juste cette image ici qui a été prise avec un ancien appareil, avec un 400D, avec un Tamron 1750, alors que toutes les autres, il me semble, sont prises avec le Canon 35 mm qui ouvre à f2. Donc cette image va être utile puisqu'il y a un algorithme dans Camera Raw 8 qui est une nouveauté justement qui permet de redresser les images tordues qui ont été prises au grand angle. Pour le reste, on va voir comment ça se passe. On va commencer par une image assez simple à modifier. Ça va être tout simplement l'image du London Eye, donc la grande roue qui est assez emblématique de Londres. Donc d'abord, on va voir comment ouvrir Camera Raw. J'allais dire Bridge, mais c'est un lapsus puisqu'en fait, on peut justement ouvrir Camera Raw depuis Bridge et on peut l'ouvrir depuis Photoshop. Ça paraît assez curieux. On a deux méthodes en fait pour l'ouvrir. Si je double-clique sur cette image, comme on est assez tenté de le faire, vous voyez que c'est Photoshop CC qui s'ouvre. On va remettre à 0 l'interface, histoire que ce soit un peu plus en accord. Alors, il a ouvert l'image juste avant. Donc voilà, il m'a ouvert Camera Raw, mais c'est Photoshop, vous le voyez, qui est piloté, puisque quand je clique sur Photoshop, c'est bien Camera Raw qui sort. Photoshop CC derrière n'est pas accessible. Par contre, Bridge, lui, est toujours accessible. Donc on peut continuer à naviguer dans ces images. En fait, on peut faire l'inverse. Donc je vais annuler, et je vais en profiter donc pour remettre à niveau mon interface, en mettant les... Voilà. Et on pourrait ouvrir cette image avec Bridge à la place, plutôt que de l'ouvrir donc avec Photoshop. Et dans ce cas-là, il faut faire clic droit, ouvrir dans Camera Raw. Et dans ce cas-là, vous voyez, c'est Bridge qui pilote Camera Raw, et Photoshop, lui, reste ouvert pour qu'on puisse faire des trucs éventuellement. Donc c'est une question de préférence. Je dois vous avouer que j'aime bien, moi, ouvrir directement avec Bridge. Vous pouvez vous demander pourquoi, c'est parce qu'en fait, pendant qu'on synchronise des éléments en faisant plusieurs modifs sur plusieurs images, par exemple, vous ouvrez une dizaine d'images dans Bridge que vous avez modifiées, dans Camera Raw, donc piloté par Bridge, vous voulez les enregistrer, et bien du coup ça va prendre un petit peu de temps, et donc pendant ce temps-là vous pouvez continuer à faire autre chose dans Photoshop. C'est un peu anecdotique quelque part, mais si vous modifiez vraiment des images en grand nombre, vous apprécierez que ce soit Bridge qui soit bloqué et non pas Photoshop, bien entendu. Donc vous avez ici l'interface par défaut de Camera Raw. On remarque donc une interface qui laisse grandement place bien entendu à l'image elle-même. Tous les réglages seront situés en permanence sur la droite, et ce pour chacun, vous le voyez, des onglets présents, que l'on va bien entendu expliquer. On a un histogramme qui est affiché en permanence en haut à droite et qui vous permet de voir bien naturellement la répartition des tons du ton foncé au ton clair. C'est exactement le même principe que l'histogramme que l'on a dans Photoshop quand on fait appel à l'outil niveau ou à la courbe éventuellement. Cet histogramme, il nous permet de voir les pixels noirs écreutés. Ici, j'en ai à peine quelques-uns, donc on les voit ici en bleu. Et les pixels blancs écreutés. Et là, je crois que j'en ai pas beaucoup, donc en fait, on peut juste rapidement surexposer l'image. Et ici, on voit en rouge des pixels qui ont dépassé le blanc pur et qui donc se retrouvent écreutés. Donc naturellement, l'histogramme évolue en temps réel en fonction des modifications pour vous montrer l'incidence de vos réglages. On remarque juste en dessous de lui
une échelle RVB, et donc vous voyez que mon curseur, lorsque je survole une zone, affiche le pixel et des composantes rouge, vert, bleu. Donc bon, là évidemment avec la loupe, c'est pas évident de savoir exactement sur quel pixel on est, mais si on prend la pipette, tout de suite ça va être un peu plus évident. Alors vous voyez que quand je clique avec la pipette, tout a changé. C'est parce qu'en fait, quand je clique avec la pipette, j'ajuste la balance des blancs. C'est peut-être un truc que vous trouvez pas intuitif si vous venez de Photoshop, mais c'est comme ça que ça fonctionne dans Camera Raw et dans Lightroom. Si vous faites aussi du développement avec Lightroom, il faut savoir que dans le Creative Cloud, on a Lightroom 5 qui est intégré, qui est, vous voyez ici présent, je vous le démarre vite fait. Donc voilà Lightroom 5 qui vient de démarrer. Donc ça veut dire que, tout comme dans Lightroom 5, la pipette fixe le blanc pur de l'image. Donc quand vous allez cliquer, ça va du coup changer la balance des blancs. Mais du coup c'est plus facile peut-être de viser un pixel, vous le voyez, et de survoler, de voir exactement ce que c'est. Donc là par exemple on est bien au-dessus du rouge, on a bien le canal rouge à 54, le vert 31, le bleu 21, donc bon, on voit bien que c'est le bout de la pipette qui survole le pixel. On a ensuite des métadonnées qui vous indiquent quelques informations techniques sur la prise de vue qui a été faite sur cette image. Donc c'est un fichier brut numérique naturellement, donc c'est un fichier CR2 puisque c'est issu d'un appareil de marque Canon. On remarque que ça a été pris avec une ouverture de 8, donc plutôt fermé. En même temps ici c'était un contre-jour, donc quand on vise le ciel c'était pas évident évidemment de ne pas surexposer. Donc c'est du f8 pour avoir aussi une grande profondeur de champ afin qu'on puisse être net quasiment jusqu'à l'infini. Donc ici il faut savoir que ça a été pris au Shard, qui est la nouvelle tour qui a été construite à Londres, qui est, si mes souvenirs sont bons, et si ça n'a pas été dépassé, la tour la plus haute d'Europe, en tout cas pour le moment. J'imagine que ce genre de record est fait pour être battu. Donc c'est une tour en forme de pointe, c'est pour ça qu'on l'appelle le Shard, l'épine. Et donc vous pouvez monter jusqu'au 70e étage ou un truc du genre, et il y a une partie qui est semi-ouverte en fait. Et donc là j'étais tout simplement en train de viser le haut, donc c'est pour ça qu'on voit une partie ouverte, et ça donne une composition assez anguleuse comme ça, avec une structure métallique, et avec le ciel qui est visé, évidemment ça faisait un contre-jour. Donc ici f8 à 320, on est à ISO 320 et on est au 35 mm, donc un assez grand angle finalement. C'est pas du vrai fisheye, bien entendu, c'est pas du vrai grand angle, on n'est pas à 17 ou à 10 ou ce genre de focale qui soit très courte, mais on a du champ. Donc toutes ces informations vous sont données par Camera Raw, ce qui vous permet évidemment de prendre des décisions. Ça vous permet aussi de vous douter de certains problèmes. Par exemple, avec une ouverture à f8, on n'aura pas les mêmes problèmes de vignettage et de profondeur de champ que l'on pourra avoir à f2. Donc du coup, on peut se dire qu'ici, il y aura a priori pas trop de problèmes de vignettage. Éventuellement, puisqu'on est sur du 35 mm, on peut se douter qu'il y aura peut-être un peu d'aberration chromatique, puisque l'aberration chromatique se produit essentiellement à la périphérie de la lentille sur les courtes focales. Donc voilà, ces informations, elles paraissent pas grand-chose, elles paraissent être anecdotiques, voire superflues, alors qu'en fait pas du tout, ça vous donne vraiment une bonne indication des problèmes que vous allez rencontrer, puisque certains problèmes sont des problèmes optiques, physiques, que vous ne pouvez pas vraiment outrepasser, puisque c'est comme ça, c'est pas autrement. Donc ici on est à 35 mm, on a de la lumière, donc sur les arêtes, sur les côtés, boum, voilà, on a, vous le voyez, une aberration chromatique assez franche, avec une frange violette ici, et je le sais déjà par avance, parce que j'ai bien vu que je travaillais à 35 mm, donc on pouvait se douter qu'on allait avoir une belle petite aberration chromatique, que Camera Raw va se faire une joie de pouvoir corriger, et il peut le faire depuis la version 7, donc on va en reparler quand on va aborder l'outil lui-même, mais je vous le dis pour ceux qui suivent cette formation complète, Camera Raw et aussi Photoshop CC, puisque cette vidéo est incluse, fait partie de la formation à Photoshop CC, puisque Photoshop CC, il y a Camera Raw dedans. Et bien si vous suivez avec la version antérieure, c'est le genre de problème qui pourrait être corrigé sans problème avec Camera Raw 7 et Photoshop CS6. Je pense que c'est important de savoir qui peut faire quoi. C'est pas une exclusivité de la dernière version. Quand ce sera le cas, je vous le dirai spécifiquement. Donc ne vous inquiétez pas. Donc pour faire le tour de l'interface, on a vu ce qu'il y avait à droite, donc c'est quand même un peu le cœur du logiciel, et on a en haut à gauche quand même des outils à ne pas négliger. Donc évidemment tout ce qui est loupe pour se balader, donc ça fonctionne exactement comme dans Photoshop, c'est-à-dire quand je clique, j'avance. Quand je clique avec Alt enfoncé, je dézoome. On a une liste déroulante en bas qui permet d'accéder à plus et moins, mais aussi d'avoir des zooms pré-réglés, et d'avoir un zoom taille écran qui, vous le voyez, cale la photo pile avec ce que l'on a comme place à l'écran. Donc j'enregistre ici dans une résolution, vous le voyez, de 1600 par 1000, puisque c'est un écran 30 pouces qui peut monter en 2560 par 1600, donc
Évidemment, je vais pas enregistrer dans une résolution si grande parce que sinon vous n'y verriez pas grand chose vous du côté du tuto puisqu'il est encodé dans une plus petite taille. Mais bon, du coup ça vous permet, vous le voyez, d'avoir la photo exactement à la bonne taille sans vous prendre la tête et à jouer du clic avec la souris. Donc on a vu cette pipette qui permet donc d'échantillonner le point blanc. Donc on a ensuite un outil qui s'appelle échantillonnage de couleurs et qui permet donc de placer des pipettes à différents endroits. Et ces différents endroits vont me donner un échantillonnage RVB, ça me permet d'avoir une bonne représentation de la balance des blancs. Quand on vise ici un gris, c'est-à-dire la fenêtre, et ici carrément le blanc du ciel, puisque c'était un temps couvert, on se rend compte que c'est pas gris et c'est pas blanc. On voit que le canal bleu passe un petit peu devant. Par conséquent, on peut en déduire que la balance des blancs n'est pas tout à fait exacte et ça tire un petit peu sur le bleu. Donc on pourrait du coup prendre la décision d'aller dans température, réchauffer légèrement, jusqu'à obtenir des canaux équidistants, c'est-à-dire 230, 230, 231, 250, 250, 250. Donc ici le ciel est blanc, donc on a, vous le voyez maintenant, une balance des blancs qui a été corrigée. C'est très léger sur l'aperçu, mais si vous faites cette retouche chez vous, puisque les fichiers sources vous sont fournis, vous verrez que c'est quand même un peu plus facile à remarquer. Donc c'est très important de faire évidemment de l'échantillonnage de couleurs, notamment donc pour régler la balance des blancs, qui est, vous le voyez, le premier réglage offert par Camera Raw, puisque c'est de là que découle tout le reste, bien entendu. Si votre blanc n'est pas blanc, vos couleurs seront fausses. Alors, c'est évidemment une question subjective, on peut volontairement décaler la balance des blancs pour produire un effet sur le spectateur, en quelque sorte. Un côté trop bleuté va donner une teinte froide et assez inquiétante à l'image, alors qu'un côté un peu chaud va donner, c'est-à-dire une teinte jaune, un peu chaude, va au contraire avoir un côté un peu plus rassurant. Donc c'est le genre d'effet que l'on produit ne serait-ce qu'avec la balance des blancs. Donc soit on veut produire une image neutre, et en général ce qu'on fait c'est qu'on neutralise l'image avant de la retoucher, mais en fin de retouche on peut très bien revenir sur sa balance des blancs pour dire bon finalement j'ai envie de donner une intention artistique à cette image, je n'ai pas envie qu'elle soit neutre, et donc je vais décaler volontairement la balance des blancs. Néanmoins, Camera Raw est un outil de correction et de retouche, par conséquent il doit pouvoir vous permettre de faire des choses d'une manière précise, quasi scientifique, et l'échantillonnage de couleurs, ça fait partie de ces outils qui permet donc, vous le voyez, d'avoir un très bon témoin de la balance des blancs. On peut effacer les échantillonnages, bien entendu, pour pouvoir retrouver l'interface par défaut. On a ensuite un outil ici qui s'appelle l'outil cible, réglage ciblé, qui va vous permettre en fait de faire des décalages sur des réglages en particulier. On va le voir un tout petit peu plus tard puisque ça va de pair avec des réglages que l'on va trouver sur la droite. C'est peut-être un petit peu abstrait de vous le montrer tout de suite. Parmi les outils que l'on trouve en haut, on va pouvoir recadrer, redresser une image, accéder aux retouches de ton direct. Évidemment, on va en reparler. Les yeux rouges, pour corriger les yeux rouges en faisant un dessin sur un œil, en dessinant la pupille. Ça, je vais même pas vous le montrer parce que c'est maintenant assez désuet puisque la plupart des objectifs des appareils sont dotés d'anti-yeux rouges. Donc on a assez peu finalement maintenant sur des images brutes comme ça, prise au réflexe, des yeux rouges, mais si vous voulez le faire, c'est ici, ça se passe. Le pinceau de retouche pour peindre localement un réglage, on va en reparler, ainsi que le filtre gradué et le filtre radial qui sont là aussi des outils de retouche locale et dont on va reparler un peu plus en détail. En tout cas, l'important c'est de savoir que c'est situé là-haut, c'est essentiellement des outils de retouche locale qui sont situés ici sur ce tiroir avec les 5 icônes. Vous allez trouver ici les préférences. Donc on remarque qu'on a une mémoire cache pour l'affichage, en particulier des zooms et des images en plein écran. On peut augmenter cette mémoire cache pour qu'on puisse stocker plus d'images et donc retoucher ensuite plus rapidement. Ça fait partie des préférences qui sont intéressantes à modifier. On enregistre les paramètres de l'image dans le fichier XMP annexe et non pas dans la base de données. Ça permet en fait de décentraliser les retouches que l'on fait en les mettant à côté des fichiers, ce qui fait que si vous baladez vos fichiers bruts, vous allez balader au passage vos développements, et donc vous pouvez passer d'une machine à l'autre sans problème. Si vous mettez dans la base de données de Camera Raw, du coup, les réglages que vous avez fait sur une image sont liés à cette base de données, donc sont liés à votre machine. Si vous bougez les images, du coup, vous ne récupérerez pas les développements, ce qui, selon moi, évidemment, est un gros problème. C'est en fait pour imiter le fonctionnement du catalogue de Lightroom qui fonctionne selon le même principe, c'est-à-dire que par défaut, tous vos développements sont stockés dans la base de données de Lightroom, c'est-à-dire le catalogue, le fichier LR4. Évidemment, il y a moyen aussi dans Lightroom 5 de décentraliser.
en adoptant justement le mode de fonctionnement de Camera Raw, c'est-à-dire en disant à Lightroom, non seulement tu vas écrire tous les réglages dans ta base de données perso, mais en plus tu vas aussi les mettre dans des fichiers XMP, qui sont juste à côté des fichiers sources. Par exemple ici j'ai MG en bas 1150.cr2, eh bien tu vas avoir un fichier 1150.xmp pour décrire le développement que je viens de faire sur cette image. Donc je vous invite d'ailleurs à consulter la formation complète qui s'appelle Lightroom 5 pour les photographes, que j'ai réalisé, qui vous explique tout ça en détail. Là le sujet c'est Camera Raw, donc on va bien entendu rester sur Camera Raw, mais c'est important que je vous en parle parce que Lightroom 5 fait donc partie du Creative Cloud, donc si vous êtes abonné au Creative Cloud, vous l'avez automatiquement, et donc vous devez savoir un petit peu comment fonctionne Camera Raw au niveau du moteur, et de comment il applique les réglages pour pouvoir communiquer avec Lightroom le jour où vous allez vous décider à travailler avec Lightroom. C'est peut-être d'ailleurs déjà le cas. Alors il nous reste 2 boutons, tout simplement les boutons de rotation, qui permettent de faire des rotations de gauche à droite évidemment, donc ça je pense que c'est pas la peine de vous l'expliquer. Rotation anti-horaire ou horaire pour basculer l'image si jamais vous avez pris une image en portrait par exemple avec votre réflexe. Alors c'est pas fini, il reste en bas un bouton pour enregistrer l'image, c'est-à-dire que quand on a fait un développement, on peut enregistrer cette image avec un éditeur de nom, on peut bien entendu choisir le dossier et on peut choisir un format. Parmi le format DNG, qui est un format de négatif numérique qui est propre à Adobe, on a ensuite le JPEG, le TIFF et Photoshop. Donc le JPEG c'est plutôt destiné à Internet, TIFF on va plutôt le destiner à l'impression, et le Photoshop c'est évidemment pour la post-production, puisqu'on va pouvoir du coup rajouter des calques sur cette image et pouvoir faire des trucages un petit peu plus poussés. Donc on peut tout simplement cliquer sur ouvrir l'image pour passer dans Photoshop, et on a un bouton spécial, quand on appuie sur Shift on peut ouvrir un objet, c'est-à-dire que l'image va être ouverte dans Photoshop mais en tant qu'objet dynamique, ce qui vous permet d'encapsuler le fichier brut dans le PSD et de pouvoir revenir dans Camera Raw à tout moment, redévelopper votre image, et ce, même si votre fichier CR2 d'origine, ou un F, si vous êtes chez Nikon par exemple, c'est pareil, même si ce fichier est d'origine, le brut a disparu. Alors ça va produire un PSD qui va être un peu lourd, mais ça vous permet de encapsuler toute la production dans un seul fichier, du développement jusqu'à la post-production au format PSD, lorsque vous aurez fini votre trucage. Enfin, on a un réglage qui est hyper important en bas, c'est les options du flux de production. On remarque 2 options en particulier en haut, c'est l'espace colorimétrique et la profondeur. Il faut savoir qu'un capteur d'appareil photo numérique ne capte pas la lumière d'une manière linéaire, il la capte d'une manière un petit peu exponentielle. Ça veut dire que plus on va avoir de lumière, plus les tons vont être clairs et plus il va y avoir de détails. C'est-à-dire que plus le capteur va capter de nuances. C'est un peu comme l'œil humain finalement, moins il y a de lumière, moins il y voit, et donc moins il y voit bien. Et donc il voit moins de détails. Donc pour stocker ces informations, il faut les mettre dans un fichier, dans un espace mathématique. Il faut en gros apprendre à notre fichier à compter. Et par défaut, si vous travaillez en JPEG, vous travaillez pas avec des fichiers bruts, c'est dramatique parce que le fichier JPEG, le format JPEG, ne sait compter que jusqu'à 258. Il fait ce qu'on appelle une profondeur de 8 bits par couche. Ça veut dire que le rouge, le vert et le bleu, et donc par conséquent la lumière, le L, la luminance, il ne la code que sur 8 bits. C'est-à-dire qu'il va du noir vers le blanc en comptant jusqu'à 256, puisqu'un bit c'est une valeur booléenne, qui veut dire vrai, faux, ou 0 ou 1. Et si on a 8 de ces valeurs booléennes, qui peuvent être donc de 0 ou 1, ça fait 2 puissance 8. Ça fait en gros 256. Non, ça fait pas en gros, ça fait 256, c'est très précis. C'est des maths. Donc en gros, notre fichier JPEG ne sait compter que jusqu'à 256, alors que notre capteur est capable de compter, lui, jusqu'à beaucoup plus que ça. Ça dépend des gammes d'appareils, des marques, etc. Donc c'est très compliqué de vous donner ici un chiffre exact. Mais ce que j'aime bien dire dans mes formations, histoire de faire quelque chose de simple, c'est que par exemple un appareil photo d'entrée de gamme chez Canon, je connais pas bien les Nikon, mais je pense que c'est sensiblement la même chose, fait plusieurs milliers, pas des dizaines de milliers, mais par exemple environ 4 milliers de niveaux de luminance. C'est-à-dire qu'en gros, il voit la lumière du noir vers le blanc, et donc en passant par le gris, puisqu'il n'y a pas que du noir et du blanc, avec 4000 valeurs différentes. Donc ça fait quand même pas mal. Et du coup, ces 4000 valeurs, il faut bien les écrire dans le fichier. Problème, si vous les écrivez en JPEG, eh bien le JPEG ne sait compter que jusqu'à 256. Donc il va faire un phénomène d'entonnoir, et il va écreter, c'est le mot exact, il va écreter ces valeurs, il va les passer dans une petite moulinette, il va dire voilà, j'en ai 4000, je fais une moyenne, en gros, et je rentre tout ça dans 256. Tout le reste, poum, c'est perdu, on peut plus y accéder. Donc du coup, ça vous permet
de gagner du poids, bien entendu, mais ça vous permet pas du coup de faire des retouches poussées, puisque tout ce que le capteur a vu au moment de la prise de vue, c'est perdu à cause de les phénomènes d'entonnoir. Si on prend 16 bits par couche, au contraire, on permet au fichier de compter jusqu'à 65 000, alors ça fait un petit peu plus, ça fait 65 000 et des poussières, puisque ça fait du coup 2 puissance 16. Donc ça fait déjà beaucoup plus. Alors il faut bien faire attention, c'est pas parce que le fichier est capable de stocker 65 000 de ces valeurs que automatiquement vous les aurez dans votre photo. Pas du tout. Ça veut dire que au moins votre capteur qui peut en prendre 4000, il peut déjà rentrer tout le monde sans perdre ses petits, pour parler simplement. Donc ça vous évite déjà de perdre des valeurs, c'est déjà le premier bon point. Donc en gros, on réfléchit pas quand on fait du Camera Raw, et avant d'aller dans Photoshop, puisque c'est ça le plus important, Camera Raw va travailler en 16 bits sans vous le dire. C'est-à-dire sur un fichier brut, c'est du 16, point barre, il va pas vous donner d'options. Par contre, quand on va passer dans Photoshop, option de flux de production va être lue, et si on voit 8 bits, il va tout simplement vous convertir l'image en 8. Et du coup, dans Photoshop, vous travaillerez avec 20 fois moins de valeur, puisqu'en gros, quand on passe de 4000 à 250, c'est ce qui se passe, on divise par 20, donc c'est quand même énorme. Donc profondeur 16 bits par couche, très important, on autorise un espace mathématique qui permet de stocker toutes les valeurs qui ont été vues par le capteur. Faut savoir que les appareils photo d'entrée de gamme, voire très haut de gamme, peuvent aller jusqu'à 14 bits de finesse. Ça représente en gros des valeurs de lumière qu'on ne voit même pas nous à l'œil humain, et des valeurs de lumière qu'un écran n'est pas capable d'afficher, voire même qu'une carte graphique n'est pas capable de décrire. Par contre, les écrans haut de gamme et les cartes graphiques haut de gamme sont capables de décoder la lumière sur 10 bits, et donc du coup d'avoir des retouches très très fines, pour pouvoir du coup travailler dans un espace le plus grand possible, et donc éviter de perdre des informations et d'avoir une image qui soit un peu compressée. Alors ça c'est l'espace mathématique, c'est en gros comment on code les informations, mais ensuite il y a des couleurs, on a parlé que de lumière pour le moment. Évidemment il faut stocker les couleurs. C'est un peu le même principe avec l'espace colorimétrique. On va travailler en gros avec 3 espaces en particulier, le sRGB, le Adobe RGB et le Pro Photo RGB. Ils sont destinés à 3 utilisations. Le sRGB c'est pour les images qui sont destinées à être publiées sur internet, puisque c'est un profil de couleur que les constructeurs de moniteurs s'engagent à respecter, plus ou moins. Mais en gros, tous les moniteurs sont capables de faire du sRGB. Le Adobe RGB dispose de beaucoup plus de couleurs dans les bleus et en particulier dans les verts, ce qui le rend du coup assez attrayant pour faire des effets spéciaux sur de la photo fond vert. Votre appareil photo, si vous êtes chez Canon, encore une fois, je fais pas ça pour décliner, parce que j'aime pas Nikon, mais que je ne connais pas assez pour vous en parler. Je connais pas toutes les marques non plus. J'ai toujours eu des Canon, donc du coup, c'est pour ça que j'en parle. Mais je sais que chez Canon, on peut régler en sRGB ou en Adobe RGB au moment de la prise de vue, afin que les fichiers soient écrits en conséquence sur la carte mémoire. Donc évidemment, si vous pouvez régler en mieux que sRGB, vous mettez Adobe RGB, c'est très important, puisque ça vous permet de sauvegarder des couleurs. Donc l'Adobe RGB, on va le dédier en général à l'impression. Quand on va faire une impression de poster, on va les mettre en Adobe RGB 98. Normalement, il faudrait ensuite le convertir derrière dans un profil adapté à la quadrichromie sur la machine de l'imprimeur, mais ça c'est un autre sujet et ça dépend vraiment des machines sur lesquelles vous travaillez. Mais dans le doute, en restant en RVB, il vaut mieux rester sur un profil RVB plus grand que le sRGB, et donc le Adobe RGB qui se préconfigure pas mal, enfin en tout cas se prédestine pas mal à l'impression. Évidemment, pour le numérique et la retouche fond vert, c'est indispensable, puisque beaucoup de verts ne sont pas disponibles dans le sRGB. Et enfin, pour la post-production, le matte painting, les retouches un petit peu de haut vol, dans lequel on a besoin de stocker un grand nombre d'informations, y compris plus d'informations que l'appareil photo ne peut en voir, et même l'œil humain, eh bien on a le Pro Photo RGB, qui permet donc, si jamais on décale des images, on décale des couleurs dans l'image, qui ne sont plus adressables dans Adobe RGB, eh bien au moins ils sont toujours là, puisque le profil Pro Photo RGB est plus grand que le Adobe RGB. Donc en gros ici, c'est pour ça que moi je travaille toujours en Pro Photo RGB en 16 bits par couche, pour être sûr d'avoir mathématiquement toujours toutes les informations que le capteur a vues, et au niveau de la couleur, pouvoir toujours les stocker et les exprimer dans le fichier, même si, d'un point de vue humain ou d'un point de vue écran, je ne suis pas forcément capable de les afficher. Je sais qu'elles sont là, donc si jamais je dois les retrouver, si jamais je dois refaire ma retouche, eh bien ça va pouvoir être possible. Et donc on peut lui dire aussi de enregistrer le réglage comme quoi on veut ouvrir dans Photoshop notre fichier brut en tant qu'objet dynamique, et donc encapsuler. Je vais pas le faire parce que c'est quand même un peu lourd, et donc j'aime bien faire ça à la demande. Donc voilà pour le petit tour, le petit panorama de l'interface de Camera Raw. On va dans la partie suivante, bien entendu, expliquer les réglages et les différents onglets qui sont présents ici,
Et bien entendu, on verra en particulier juste après les réglages locaux avec le pinceau et les filtres gradués. Donc le premier groupe de réglages que l'on a à notre disposition s'appelle réglage de base. Alors il ne faut pas pour autant croire qu'il s'agit de réglages qui ne sont pas importants, ça porte assez mal son nom, puisque ce sont en réalité au contraire les réglages les plus importants que l'on va trouver dans Camera Raw. C'est là que vous allez vraiment faire le cœur de votre image. Donc le premier groupe, c'est la balance des blancs. On va pouvoir agir sur un pré-réglage de balance des blancs. Ici, on pourrait choisir par exemple nuageuse, et on voit qu'il a choisi du coup une température de couleur qui est exacte à ce que moi j'avais fait à la main dans la première partie de cette vidéo, où on avait choisi l'échantillonnage de couleurs. Donc finalement, c'est un preset qui marche bien. Si on revient à tel quel, on revient sur l'image d'origine, qui était donc un petit peu trop froide. Donc on va se mettre sur nuageuse par exemple, et ici on a réchauffé légèrement, en tout cas suffisamment pour que si on pointe le blanc avec l'échantillonnage de couleurs, vous voyez qu'on retrouve des canaux RVB qui sont de même valeur. Donc on a bien un blanc tout simplement, ce qui est absolument indispensable pour n'importe quelle retouche. Donc on va effacer les échantillonnages. Donc ensuite on va pouvoir régler la lumière, bien entendu selon plusieurs glissières. L'exposition vous permet de manipuler l'intégralité de l'histogramme et de le pousser dans un sens ou dans l'autre. Donc comme vous le voyez, on a 2 décimales et on peut aller jusqu'à plus 5, moins 5. Donc ça fait en gros 500 valeurs pour éclairer, 500 valeurs pour assombrir, ce qui est évidemment très fort. Et vous imaginez du coup que si on n'avait que 256 valeurs pour exprimer le noir et le blanc, cette échelle serait totalement disproportionnée. C'est bien parce qu'on a des milliers de valeurs de luminance qui ont été vues par le capteur que l'on va pouvoir justement travailler avec une étendue aussi large. Le contraste, c'est tout simplement pouvoir pousser dans les extrêmes. Le contraste, c'est des tons clairs qui côtoient des tons foncés. Plus de contraste, c'est des tons encore plus clairs qui côtoient des tons encore plus foncés. Donc en gros, rajouter du contraste, c'est rendre le blanc plus blanc et le noir plus noir. Et c'est pour ça que vous voyez l'histogramme en haut s'écraser sur les extrémités. C'est-à-dire que les tons clairs deviennent blancs, les tons foncés deviennent noirs. Et on peut faire l'inverse, c'est-à-dire recentrer vers le centre, tout simplement. C'est peut-être un peu un pléonasme. Puisqu'en gros, ce qui est clair devient moins clair, ce qui est foncé devient moins foncé. Donc en gros, tout le monde s'aligne un petit peu sur le gris moyen. Et on a une image qui a beaucoup moins de présence, bien entendu, quand on réduit le contraste. Ensuite, on va pouvoir agir sur ton clair, ton foncé, blanc et noir. C'est un peu comme si on saucissonnait en 4, en fait, l'histogramme. Les tons clairs et les tons foncés sont au milieu, avec à droite du milieu les tons clairs, à gauche du milieu les tons foncés. Et aux extrémités, on va trouver le blanc et le noir. Donc le blanc, vous voyez ici, c'est que la droite de l'histogramme qui bouge. Donc on rend les blancs beaucoup plus blancs et les noirs beaucoup plus noirs. Mais on peut aussi très bien éclairer les noirs pour déboucher les ombres, ou bien au contraire diminuer les blancs pour retrouver des valeurs. Donc ça permet en fait de voir un peu toute l'étendue de l'image dans tous les sens. Il faut savoir que ça c'est quelque chose qui a changé avec Camera Raw 7, ton clair, ton foncé, blanc et noir. Si vous êtes avec Camera Raw 6, c'est-à-dire avec Photoshop CS4, c'est quelque chose qui était différent puisqu'on avait à l'époque récupération, lumière d'appoint, et on pouvait pas prendre en fait l'histogramme et le manipuler dans tous les sens. On pouvait par exemple que rééclairer des ombres. Et on avait dans les noirs la possibilité que de rendre les noirs plus noirs, et on pouvait pas forcément les rendre plus clairs. Donc du coup il fallait jouer avec plusieurs glissières à la fois pour obtenir le même résultat, et donc c'était pas très intuitif. Et depuis Camera Raw 7, donc Photoshop CS6, on a changé ce réglage là, et du coup c'est beaucoup plus intuitif maintenant. Et donc évidemment dans Camera Raw 8 et Photoshop CC, vous disposez évidemment de ce nouveau fonctionnement. Donc ne vous étonnez pas si vous voyez une ancienne version traîner, d'avoir des glissières un petit peu différentes et un peu plus difficiles à manipuler selon moi. Alors vous allez ensuite retrouver 2 réglages qui sont vraiment très intéressants, qui sont clarté et vibrance, et qui permettent d'ajuster des micro-contrastes. Donc on va zoomer sur une partie de l'image où il y a beaucoup de choses à voir. Hop, j'ai zoomé avec la pipette, ça va pas marcher, on va prendre la loupe, hop, un glisser-déposer et on va zoomer. Donc on voit bien d'ailleurs la structure. Donc la clarté, c'est ce qui permet d'accentuer les micro-contrastes locaux. C'est très barbare dit comme ça, mais c'est en fait très simple. Ça va analyser les pixels clairs et ceux qui côtoient les pixels foncés selon une matrice. Ça va prendre tous les pixels côte à côte, et dès qu'il rencontre un pixel clair à côté d'un pixel foncé, c'est pour lui un micro-contraste que l'on va pouvoir exacerber, c'est-à-dire accentuer en poussant la clarté vers la droite, ou au contraire diminuer en la poussant vers la gauche. Donc en gros, quand je vais exacerber ces micro-contrastes, eh bien on voit qu'on fait ressortir beaucoup de détails et beaucoup de contrastes sur des petites zones et des angles en particulier, en tout cas sur les endroits où il y avait déjà un peu de contraste auparavant. Et donc ça donne une image dont la présence est beaucoup plus flagrante. On va se mettre par exemple à taille d'écran, et vous avez ici le avant et le après. Donc non seulement ça a contrasté,
mais ça va contraster en accentuant les détails. En particulier, donc tout ce qui va être métal et texture, ça va être particulièrement efficace. La vibrance, ça va faire la même chose, mais sur la saturation. Là, on travaille uniquement sur la lumière, on touche pas aux couleurs, même si évidemment les couleurs changent si jamais on les éclaire ou qu'on les assombrit. On va aller, donc temporairement, on va cliquer sur terminer, on va aller temporairement sur cette image, et on va voir ce que ça fait la saturation. Donc ouvrir dans Camera Raw, et donc cette image, si je pousse la vibrance, eh bien vous voyez que les pixels se saturent, et si on la met tout à gauche, les pixels se désaturent, mais pas complètement, puisqu'en fait c'est une saturation relative qui tient compte de la saturation existante. Donc si un pixel est déjà très saturé, il ne pourra pas être plus saturé que ça, et il ne pourra pas être complètement désaturé non plus. Alors que la saturation, elle, est une saturation dite absolue, elle tient pas compte de la saturation existante, et donc à certains endroits elle peut pousser vers l'écrêtage, c'est-à-dire à donner des pixels trop saturés, et on voit ici que sur l'aberration chromatique, en l'occurrence, ça n'aide pas. Alors que si on va dans l'autre sens, avec saturation, on va mettre du coup taille écran, si on va tout à gauche, elle va complètement effacer les informations de saturation, donc on se retrouve avec une image qui n'a plus que de la luminosité, par conséquent une image en niveau de gris. Donc en gros, en général, quand on veut donner un peu plus de pêche à une image, on va utiliser la vibrance, et une image qui est vraiment très désaturée, la vibrance ne va pas suffire, on va du coup pousser la saturation vers la droite. Donc sur une image comme ça qui est un petit peu sous-exposée, on va envoyer du coup de la lumière dans les tons clairs et dans les noirs. On va aussi rééclairer de manière un petit peu globale, donc déjà vous le voyez, une image qui s'est beaucoup mieux rééclairée. C'est un petit peu fade, ça manque un peu de contraste sur les détails, donc on va pousser la clarté. Et vous voyez qu'on retrouve beaucoup d'informations sur les capsules. Et on va pousser la vibrance pour retrouver de la couleur avec un joli ciel bleu. Et vous voyez que notre image, en 2 coups de cuillère à peau, eh bien on a quand même radicalement transformé, c'est quand même beaucoup plus proche de ce qu'on voyait ce jour-là. Donc on remarque aussi qu'on peut revenir au réglage par défaut, en cliquant dessus. Donc je vais annuler ce réglage ici de lumière par défaut en appuyant sur le raccourci CTRL-Z pour revenir en arrière, puisque on dispose d'un histogramme dans notre Camera Raw. Et on peut cliquer sur Auto pour lui donner un réglage automatique, qui en l'occurrence ici est beaucoup trop contrasté, moi j'aime pas, donc je vais là aussi revenir en arrière sur mon réglage. Donc voilà pour ce panneau réglage de base. Vous voyez que si le panneau réglage de base est bien ajusté, et bien du coup, on va pouvoir faire quand même l'essentiel du travail, puisque je pense qu'ici le avant-après est quand même assez parlant. On a travaillé que sur les réglages de base, et pourtant vous voyez que notre photo est déjà radicalement transformée, dans un bien meilleur état, et qu'on pourrait quasiment la publier comme ça, on l'a déjà sauvée, quoi. Donc c'est vraiment un groupe de réglages qui porte très mal son nom. Réglage de base, c'est très important, il faut absolument pas le négliger, et si vous avez fait votre travail correctement dans les réglages de base, il reste vraiment plus que quelques pourcents de la photo à retoucher pour qu'elle soit vraiment parfaite. Vous venez de faire l'essentiel du travail. On continue avec le deuxième groupe de réglages qui s'appelle courbe des tonalités. On a 2 onglets, paramétrique et 2 points. Donc en fait la courbe de points, vous la connaissez si vous connaissez Photoshop, elle permet de placer un point à un endroit de l'histogramme et de dire que je vais rééclairer cet endroit ou l'assombrir. Évidemment le reste réagit d'une manière lissée, bien entendu, pour éviter d'avoir des écretages. Donc en général, quand on va rajouter du contraste, on va créer un point à 25% des tons foncés, c'est-à-dire des gris foncés, 25% dans les tons clairs, et on fait une courbe en S, et vous voyez que ça permet de rajouter du contraste. N'oubliez pas que le bouton aperçu, vous voyez, vous permet de faire des avant-après, mais uniquement sur le groupe actuel. C'est-à-dire que là, j'ai quand même les réglages qui ont été faits dans réglage de base qui s'affichent. Et quand je clique sur réglage de base, on voit maintenant ce qu'il y avait avant réglage de base. Donc c'est pas un avant-après qui est aussi exact que ce que l'on trouve par exemple dans Lightroom, où on peut choisir précisément à partir de quelle étape on compare dans l'historique. Donc ici je vois que j'ai rajouté du contraste. Une des nouveautés de la précédente version je vais revenir, j'ai annulé mon réglage. Donc une des nouveautés de la précédente version, c'est-à-dire en fait de Camera Raw 7, c'était de pouvoir modifier les courbes de couleurs séparément, ce qui n'était pas le cas avant. Aussi incroyable que ça puisse paraître, la courbe qui permet d'être modifiée par couche dans Photoshop, il a fallu attendre Camera Raw 7, c'est-à-dire Photoshop CS6, pour pouvoir le faire. On pouvait le faire évidemment dans Photoshop, mais Camera Raw lui-même n'était pas capable de retoucher sur une couche en particulier. Et donc maintenant on peut enfin le faire. Donc dans Photoshop, CC et Camera Raw 8, évidemment C est toujours disponible, puisqu'on n'enlève pas des fonctions quand on passe d'une version à une autre.
Mais encore une fois, pour ceux qui avaient vraiment une version ancienne, ça va peut-être vous changer si vous passez directement à Photoshop CC et donc à Camera Raw 8. Donc ici par exemple on pourrait prendre les bleus et envoyer un petit peu de bleu dans les noirs, ce qui teinterait, vous le voyez, l'image, en particulier les ombres avec du bleu. Donc ça permet de faire des traitements croisés, du cross-process, on appelle ça aussi du virage partiel qui est d'ailleurs disponible dans Camera Raw, on va en parler un petit peu plus tard. Donc on peut faire des courbes personnalisées, on a des pré-réglages qui sont évidemment disponibles, on peut donc agir par couche ou sur l'intégralité, donc le RVB, donc en gros la lumière. Et la paramétrique me permet d'agir sur un découpage ton clair, teinte sombre, ton foncé, et ça va agir, vous le voyez, sur un lissage précis d'une partie de l'histogramme qui est tout à fait complémentaire avec ce qu'on trouve dans les réglages de base. Donc si vous n'avez pas pu corriger complètement ce que vous avez eu avec réglage de base, eh bien vous pouvez y arriver en fait en faisant, vous le voyez, des réglages supplémentaires avec la courbe paramétrique qui va agir sur des portions qui mangent en fait. Par exemple, teinte claire, ça mange sur des portions qui sont plus importantes que ce que l'on va trouver dans les teintes claires de réglage de base. Donc c'est des choses qui sont très complémentaires. Ton clair, on voit que ça mange beaucoup plus que les blancs. Donc ici, vous allez pouvoir affiner ce que vous avez commencé avec réglage de base, si jamais évidemment c'était nécessaire. On va ensuite aller sur le troisième onglet qui permet de régler le détail et la réduction du bruit. Donc pour cette image, on va mettre terminé et on va passer à une image où on est un peu plus sous-exposé. On va prendre par exemple ici cette image à 320. C'est du 320 ISO. Alors j'ai double-cliqué, j'ai ouvert avec Photoshop, vous avez vu. J'ai eu un mauvais réflexe. Si vous voulez d'ailleurs changer, juste une petite parenthèse en passant, si vous voulez changer le phénomène du double-clic pour qu'on puisse ouvrir avec Camera Raw dans Bridge en double-cliquant plutôt qu'en appelant Photoshop, on peut aller dans les préférences de Bridge et aller chercher tout simplement ouvrir avec Camera Raw. Donc on va lui dire, hop, j'ai fait les préférences de Camera Raw, les préférences de Bridge, pardon, sinon ça marche pas bien. Et on va aller chercher les préférences de Bridge, de toute façon, c'est pas quelque chose qui est obligatoire, mais c'est vrai que c'est bien. Et hop, ici, dans comportement, double-clic pour modifier les paramètres Camera Raw dans Bridge, et on va cliquer sur OK. Maintenant, quand je double-clique, poum, c'est bien, vous le voyez, Bridge qui pilote Camera Raw. Donc on était au troisième onglet, détail et réduction du bruit. Alors, un premier mot déjà sur qu'est-ce qui se passe au niveau du détail et qu'est-ce que c'est que le bruit déjà, pour commencer. Donc le bruit, c'est lorsque le microprocesseur du capteur amplifie le signal pour pouvoir donner des informations parce que le capteur n'avait pas assez de lumière. Donc en gros, plus on a de bruit, plus ça veut dire qu'on a manqué de lumière à la prise de vue, ou plutôt dans l'autre sens, moins on avait de lumière et plus on aura de bruit à l'arrivée. Donc du coup, plus vous allez pousser les ISO de votre appareil photo, plus vous allez forcer en fait le processeur à amplifier le signal du capteur, et donc moins il y aura de détails, puisque comme on a dit, le capteur a plus d'informations dans les hautes lumières que dans les basses lumières. Donc typiquement le bruit va se produire dans les ombres, et il va typiquement se produire sur des photos qui sont forcément déjà sous-exposées, et qui ont été prises en particulier avec des ISO élevés. Donc normalement à ISO 100, si on a un bon capteur, on ne doit pas bruiter. Parce que ça veut dire que si le capteur est performant, il y voit bien à 100 ISO, c'est-à-dire il y voit bien sans forcer le signal. Évidemment, là-dessus, on n'est pas tous égaux, ça dépend de l'appareil photo. Un appareil photo bas de gamme aura un capteur moins sensible, moins puissant, et aura donc besoin des 100 ISO, d'éventuellement peut-être forcer un petit peu le signal. Ici, avec un 6D à 100 ISO, évidemment, on n'aura pas de bruit, mais si on pousse quand même trop loin l'amplification des ombres, on va quand même en retrouver. On voit ici que ça ne bruite pas. Mais quand on va pousser par exemple la lumière dans les noirs et dans les tons foncés, eh bien là on commence à avoir du bruit. On commence à avoir beaucoup plus de bruit que si on va par exemple dans une zone qui était plus claire d'origine, par exemple ici sur la structure. Vous voyez que là sur la structure, alors évidemment on voit les pixels parce que j'ai zoomé à 400%, mais on n'a pas de bruit. On voit les pixels qui composent, mais il n'y a pas de phénomène de granulé, comme on peut le voir maintenant dans cette portion-là, où c'est évidemment beaucoup plus flagrant. Donc ça veut dire que quand on a des images comme ça, il faut réduire le bruit, parce que du coup c'est pas très joli. Ici encore, vous voyez qu'à la taille 100%, ça reste correct, et quand on va diminuer à une taille d'impression ou de publication sur Internet, par exemple sur Internet on la publierait à cette taille-là, évidemment on le voit plus. Donc à 320 ISO, ça commence déjà à bruiter un petit peu, c'est un appareil qui peut monter à 100 000 ISO, alors évidemment à 100 000 ISO ça va être extrêmement bruité, et comme tous les appareils.
Donc en gros, tous les capteurs ne sont pas sensibles au bruit, ne sont pas sujets au bruit de la même façon. Plus vous aurez un appareil photo haut de gamme, meilleur le capteur sera et moins vous aurez de bruit à condition de lumière égale. Ça veut dire qu'une photo qui ne sera pas exploitable pour un certain appareil à une certaine condition de lumière sera exploitable si le capteur est meilleur. Et donc ça vous permet de sauver en gros quelques prises de vue. Parce que le bruit, malheureusement, on va le voir, il peut être réduit, mais il est réduit avec une contrepartie, c'est qu'on perd de la netteté. Alors du coup, vous allez me dire, bah c'est bien, on a un algorithme apparemment pour améliorer la netteté, mais cet algorithme, il est fait pour améliorer une netteté qui est déjà présente. Si votre image est floue, déjà ça servira à rien, puisqu'on ne peut pas transformer en net une image qui est complètement floue. Et si on a réduit le bruit d'une manière trop drastique, on aura perdu du piqué, et c'est pas en réaccentuant derrière la netteté qu'on va retrouver les deux. En gros, on va pas faire de miracle. Ce qu'on prend d'un côté, on peut pas l'obtenir de l'autre. On tire à gauche, on peut pas revenir à droite, et inversement. Donc en gros, une image qui est complètement bruitée, vous allez devoir faire un croix sur la netteté si vous voulez réduire complètement le bruit. Si vous voulez réduire, si vous ne voulez pas accentuer trop la netteté, si vous voulez pas trop perdre en netteté, et que vous voulez au contraire même l'accentuer, ben là le bruit va revenir, puisque vous allez au passage l'accentuer. Donc c'est toute une affaire de compromis, et je vais vous montrer comment ça marche. Donc en gros, on va commencer par la réduction du bruit, paradoxalement, puisque comme je vous l'ai dit, une image qui est bruitée n'a pas pour vocation d'être accentuée au niveau de la netteté, puisque les deux ne sont pas faits pour aller ensemble. Donc la réduction de bruit va agir sur la luminance, c'est-à-dire que on va agir sur ce phénomène, vous le voyez, de motif qui apparaît et qui va être lissé, d'une manière sélective sur l'image. C'est-à-dire que les endroits où il n'y a pas de bruit, on ne va pas lisser, et on va lisser beaucoup plus sur les endroits où il y a du bruit. Le problème, c'est que vous voyez qu'il y a des zones qui sont plutôt détaillées et qui vont se retrouver complètement assouplies, quasiment floues, et on a plus l'impression d'avoir affaire à une peinture qu'avoir affaire à une photo. C'est particulièrement visible ici, entre le avant et le après. On peut quand même, après avoir fait une réduction de détails sur la luminance, accentuer les détails, c'est-à-dire en gros pour essayer de sauvegarder un petit peu nos petits. Donc par exemple ici, si on fait une réduction très importante et qu'on envoie la détail de la luminance à 0, on voit que tous les petits plis ont été perdus, alors qu'avec une réduction maximum, si on envoie du détail, on peut, vous le voyez, retrouver quelques détails tout en ayant la réduction de bruit accentuée. C'est-à-dire la réduction sur la luminance à fond. Mais on a quand même fait apparaître des artefacts. Voilà, par exemple ici, on peut monter jusqu'à à peu près 70 pour avoir un peu le meilleur des deux mondes. On peut aussi contraster cette luminance pour retrouver un petit peu de contraste et préserver les tons les plus clairs et les plus foncés. Et on peut faire aussi sur la couleur. Vous regardez, si j'ai la couleur à 0, on voit que dans les ombres, on a ces petites taches rouges, vertes et bleues qui ne se produisent pas dans les tons clairs en fait. C'est parce qu'en fait, comme je vous l'ai dit, le signal a été amplifié et en plus, on a envoyé artificiellement de la lumière dans cette zone où on avait finalement assez peu d'informations. Donc en gros, il faut faire un lissage des couleurs RVB pour gommer, en fonction des informations de couleurs que l'on a à côté, pour gommer en gros ce que le capteur a vu. Et ça nous permet tout simplement de gommer ces taches rouges, vertes et bleues. Donc ici, on a fait une accentuation, enfin on a fait plutôt une réduction du bruit qui est quand même un peu violente. Sur l'ensemble de la photo, ça passe, on n'a pas tellement perdu de netteté sur le reste de l'image, mais dans les zones les plus sombres, on a perdu du détail. Néanmoins, vous le voyez, on a une image maintenant qui est complètement débruitée. On a joué sur le détail, le contraste et la couleur, et finalement on a le meilleur des deux. Alors si on voulait accentuer la netteté, on pourrait le faire. On peut pas le faire beaucoup sur une image comme ça, puisque dans les ombres ça va poser des problèmes, puisque c'est déjà tout lisse. Mais on va voir comment ça marche pour accentuer la netteté. Alors en fait, la plupart des glissières dans Camera Raw sont positionnées dans l'ordre. Et assez paradoxalement, ici on va commencer à l'envers. On va commencer par savoir où est-ce qu'on veut accentuer la netteté. C'est-à-dire en gros, où est-ce que ça va s'appliquer. Et bien en fait, en appuyant sur Alt et en bougeant la glissière masquage, vous voyez qu'on choisit en blanc les zones qui vont être accentuées. Et donc par exemple, ça permet d'accentuer uniquement la structure et pas le ciel. Le ciel il est uni, donc a priori il n'y a pas de raison d'accentuer. Et surtout si on accentue des zones unies en aplat comme ça va faire apparaître du bruit, puisqu'en gros ça va contraster des micro-zones et ça va pixeliser le résultat. Donc ici on va plutôt chercher à avoir quelque chose d'assez contrasté comme ça. On va faire appel au détail, qui lui, vous le voyez, définit quel est le minimum de contraste à prendre en compte pour accentuer et poser du détail. Regardez bien maintenant si je me mets sur le ciel. Je mets le masquage à 0, donc ça veut dire que tout va être accentué. Et j'envoie du détail. Et bien quand j'ai du détail, on a des zones ici
qui touchent le ciel, qui vont être très accentuées, et donc ça peut faire apparaître des franges, ou ça peut même d'ailleurs quasiment pixeliser le ciel. Donc c'est pour ça que ici on va plutôt travailler avec du masquage, et on va travailler plutôt avec un détail moins important, pour éviter d'avoir ces phénomènes de franges sur le côté. Sur de l'organique, il vaut mieux éviter du détail. Sur des éléments architecturaux, c'est moins grave puisque ce sont des éléments anguleux, donc à la limite c'est moins grave si ça pixelise à certains endroits. Le rayon, c'est avec donc qu'elle va être l'épaisseur, vous le voyez, de l'accentuation. Et le gain, c'est avec quelle force on accentue, d'après le masquage et le détail. Donc ici, on va pousser un peu et vous voyez qu'on a retrouvé une image dont on a accentué la netteté. C'est moins difficile à lire. C'est moins facile à lire quand on a sur une image comme ça qui est dézoomée. Ici on a 25%. Ça veut dire que l'image qui s'offre à nous a 4 fois moins de pixels que ce qu'elle est d'origine. Et puisque l'accentuation de la netteté, c'est justement l'accentuation des contrastes à 100%, c'est-à-dire à taille réelle, entre les pixels les plus clairs et les pixels les plus foncés, et bien évidemment l'accentuation de la netteté ne se voit pas lorsqu'on travaille avec un zoom à 25%. Et d'ailleurs elle n'a aucun intérêt si on exporte l'image dans une taille réduite. Donc vraiment, l'accentuation de netteté, c'est fait pour les images que l'on va exporter à 100%. Si vous rééchantillonnez l'image derrière, vous allez perdre précisément ce que vous venez de faire. C'est-à-dire vous allez rééchantillonner vos pixels. Au lieu d'avoir 100% des pixels, on va en avoir 1 sur 3 ou 1 sur 4. Si vous échantillonnez à 33%, à 66%, à 75%. Et du coup, tous les contrastes que vous avez accentués vont disparaître, puisqu'il y a moins de pixels pour les exprimer, et donc ils vont être inventés en quelque sorte par Photoshop pour recréer une image qui a l'air d'être la même, mais avec 1, 2, 3, 4 fois moins de pixels. Donc vraiment j'insiste, c'est très important, on accentue la netteté dans Camera Raw si on exporte son image à taille 100%, pour l'imprimer à taille réelle par exemple. Si on veut publier cette image sur internet, on va aller dans Photoshop derrière, lui faire un petit coup de taille de l'image, et donc, parce qu'évidemment on peut pas poster une image en 5400 sur internet, eh bien il faudra refaire à la taille réelle, c'est-à-dire par exemple à 1000 pixels de large, il faudra aller dans Photoshop et faire une optimisation de netteté. On pourra faire ça avec Photoshop CS6 avec l'accentuation et la netteté optimisée, ou avec Photoshop CC avec le nouvel algorithme de taille de l'image qui permet justement de travailler précisément le rééchantillonnage des pixels avec un nouvel algorithme, et ça c'est une nouveauté de Photoshop CC.